Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h19, nous sommes ravis en effet d'accueillir Éric Monet, lauréat du prix du meilleur jeune économiste 2022. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, lauréat donc de cette 23e édition de ce prix créé par Le Monde et le Cercle des économistes. Votre étude, elle portait sur le rôle des institutions financières à travers l'histoire, notamment dans les années 30 et puis après la Seconde Guerre mondiale. Déjà, quelles conclusions avez-vous tirées sur le rôle de ces institutions financières dans ces périodes de crise ? Merci de me recevoir. Je suis très heureux de recevoir cette récompense prestigieuse. Effectivement, assez rare qu'on la décerne à quelqu'un qui a fait l'histoire de l'économie, l'histoire à la fois des crises financières, des questions de dette publique, mais aussi des banques centrales. Une des choses que j'ai pu montrer, c'est que la situation qu'on connaît actuellement, elle nous paraît évidemment très nouvelle. Ouais. En fait, dans le passé, les banques centrales ont déjà joué des rôles très importants dans l'économie. Il y a eu des moments où elles ont dû soutenir énormément les gouvernements, acheter des grandes quantités de dette publique, avoir des prêts ciblés vers certains secteurs de l'économie, et puis faire face, comme on le voit aujourd'hui, à des situations inflationnistes. Donc ça veut dire que vous nous dites qu'aujourd'hui, Jean-Marc Daniel n'est pas là ce matin, mais il avalerait son chapeau. Vous dites finalement ce qu'on a vu depuis des années, les interventions des banques centrales européennes, les taux zéro, le rachat massif de créances publiques, et puis l'intervention des États, l'argent public qui coule à flot. Vous dites qu'il faut arrêter de s'en offusquer. C'est arrivé dans l'histoire et souvent pour des bonnes raisons, et ça a eu un impact, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale en Europe, où on a, jusqu'aux années 70, quasiment, impliqué les banques centrales, la Caisse des dépôts, etc. Oui, alors évidemment, toute situation est singulière, mais c'est vrai que voir des banques centrales qui interviennent comme ça massivement dans l'économie, qui soutiennent, qui sont là en appui de la fois du gouvernement, mais aussi des institutions financières, publiques comme privées, c'est quelque chose qui était très fort, vous l'avez dit, après la Seconde Guerre mondiale, dans une période de reconstruction. Les banques centrales prenaient place dans ce qu'on appelait la planification. La grande différence avec aujourd'hui, c'est que leur cadre institutionnel était beaucoup plus clair. Il y avait une coordination qui était actée avec le gouvernement. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation assez compliquée où en fait le cadre institutionnel qui a été établi dans les années 90 ne correspond plus vraiment à leurs actions. Et c'était ce que j'avais développé dans un petit essai qui s'appelait La Banque Providence, démocratiser les banques centrales. C'est vrai qu'on voit dans l'action notamment de la BCE, Christine Lagarde qui temporise cette après-crise, après-pandémie. Qu'est-ce que vous pensez des annonces qu'elle a fait hier, la fin des rachats d'actifs, bon, ça c'était acté, mais après les hausses de taux en 2 temps, mais qui vont arriver vite en juillet et en septembre, vous en pensez quoi de cette orientation ? C'est des annonces qui étaient attendues. Là. La Banque Centrale Européenne ne pouvait plus rien faire, à la fois parce que les autres banques centrales, en particulier la Fed, a déjà commencé à agir, le taux d'inflation a monté, commence à s'étendre un petit peu à des secteurs qui ne sont pas seulement les secteurs de l'énergie. Donc là, la Banque Centrale commence à passer à zéro. Donc on imagine qu'en taux réel, si on enlève de l'inflation, on a des taux extrêmement faibles. Oui. Donc là, on espère que la situation idéale va se produire, c'est-à-dire que les banques centrales restent crédibles, en augmentant les taux de manière légère, graduée, ça suffit pour stabiliser ce qu'on appelle les anticipations d'inflation. Personne ne panique dans l'économie et commence à augmenter les prix en anticipant que l'inflation va encore plus augmenter. Donc ça, c'est le scénario idéal. Pour l'instant, la Banque Centrale Européenne joue cette carte-là. On espère qu'effectivement, elle peut garder en main cette hausse des prix. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ça ressemble à ce que vous décrivez dans vos études. Par exemple, la nomination d'une première ministre qui nomme 2 ministres chargés de la transition et la transformation écologique. On sait que ça va coûter des dizaines, des centaines de milliards d'euros. Il va falloir investir. Et vous dites, dans l'histoire, on avait vu la Caisse des dépôts, le Crédit national, le crédit foncier jouer ce rôle de banquier de l'action publique. Est-ce qu'on a les outils aujourd'hui pour faire ça et pour financer la transition ? Alors, sur les outils, les banques publiques existent toujours. En France, on a la Caisse des dépôts, il y en a certaines qui n'existent plus, mais on en a encore. On a la Banque européenne d'investissement. Ouais. Ces institutions peuvent emprunter à la Banque centrale européenne. Donc, l'architecture existe. Ouais. Je pense il faut encore plus de volonté politique, mais l'architecture existe. Il faut remettre en place, peut-être s'armer de plus de compétences pour que l'État cible un petit peu mieux les secteurs où elle doit agir, mais on les a. Et effectivement, les banques centrales peuvent agir en appui de ces institutions. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que les banques centrales font face à 4 défis à la fois. Ouais. L'inflation, on en a parlé, la transition écologique, le risque que si elles augmentent trop leur taux, ça puisse créer un risque de crise de dette publique ou de crise financière. Ouais. Et en même temps, un autre point très important, c'est la digitalisation de la monnaie. Elles sont aussi en train de
penser, on en parle un peu moins là, parce qu'on est obsédé sur l'inflation, au fait qu'il va falloir à un moment que les banques centrales émettent une nouvelle monnaie digitale. Ça fait 4 défis à la fois, c'est très intéressant, mais effectivement encore compliqué. On l'a dit, il faut financer la transition écologique. Est-ce que les sociétés, les institutions, la Banque centrale ont pris l'ampleur du problème et surtout les coûts que ça va impliquer? Alors, pour l'instant, on voit que dans les discours, il y a une prise de conscience. Je pense qu'elle est de plus en plus générale, heureusement, trop tardivement sans doute, mais elle est là. Ce qui manque encore clairement, c'est la coordination. Oui. Pour l'instant, chaque institution commence à prendre conscience. On voit des annonces du gouvernement, de banque centrale, d'Europe, mais on a du mal à voir la coordination entre ces institutions. Et c'est ça qui va être clé aujourd'hui et qui, je pense, non seulement une question d'efficacité économique, mais aussi de légitimité de ces institutions. Mais on a la capacité économique de s'endetter encore plus. On connaît le niveau des déficits publics, des dettes publiques. Là, pour cette transition, ça va coûter énormément d'argent. On peut encore franchir une marche ? Alors, qui doit s'endetter? C'est la question. Est-ce que on voit que les États, alors ça crée des contraintes, mais les banques publiques, elles peuvent créer de la monnaie, avoir des ressources, émettre des obligations, se financer aussi sur des dépôts. On est dans des sociétés, il faut rappeler, où il y a quand même beaucoup d'argent. On le sait. Il est sans doute mal réparti, mais l'argent existe aujourd'hui. Et ça, c'est quand même la grande différence avec la fin de la Seconde Guerre mondiale dont on a parlé, où là, une grande partie du capital, de l'argent a été détruite. Aujourd'hui, on est dans des sociétés, on en parle souvent, c'était une raison d'avoir des taux d'intérêt si bas, où il y a énormément d'argent. Donc avec de la coordination et des politiques plus volontaristes, normalement, et on le souhaite que c'est ce qui va arriver, on devrait être capable de faire en sorte que cet argent qui est là puisse financer des infrastructures nécessaires à résoudre, à faire face à cette crise environnementale. Voilà, quand on se compare, on se rassure. Quand on regarde l'histoire économique, on se rassure sur la situation actuelle. C'est un peu votre thèse, Éric Monet, lauréat du prix du meilleur jeune économiste 2022. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.